4, TD numéro 8. Donc on a ici une économie d'échange avec 2 consommateurs, toujours pas de production, donc on va avoir des dotations initiales. Chacun des consommateurs est représenté par une fonction d'utilité, utilité de A pour l'agent A et utilité de B pour l'agent B. Les biens sont toujours représentés par la lettre X et donc la consommation XIJ désigne la consommation du bien I par le consommateur J. Il y a des dotations initiales et les dotations initiales de chacun des 2 biens sont donc notées W. 3 questions. Première question de rappeler les conditions d'obtention d'un optimum de Pareto. Donc on va voir ce qu'il va falloir qu'on écrive mathématiquement pour représenter la condition économique de l'optimat de Pareto. Deuxième question, on va déterminer l'expression de l'équation de la courbe des contrats et on va la représenter dans une boîte des Jowers. Troisième et dernière question, on va supposer que les ressources en biens 1 et 2 sont également partagées entre les consommateurs et on va donc déterminer les conditions de réalisation de l'équilibre général et chercher l'ensemble des coordonnées de cet équilibre général, à savoir les prix d'équilibre, les quantités d'équilibre. On terminera en vérifiant que cet équilibre qu'on aura obtenu par le calcul est bien un optimum de Pareto. Première question, on nous demandait quelles conditions il faut respecter pour être sur un optimat de Pareto. Alors, pour être un optimat de Pareto, il faut que notre équilibre soit sur la courbe des contrats. Pour être sur la courbe des contrats, il faut en fait qu'on respecte 2 grandes conditions. Enfin, une condition majeure et ensuite une contrainte de taille de marché. La première contrainte, c'est que à l'équilibre, on a l'égalité entre les TMS des 2 agents. Donc ça s'écrit TMS de A égale TMS de B. Et puis la deuxième donnée dont on a besoin pour trouver notre courbe des contrats, c'est la taille des marchés. Autrement dit, le rappel que ce qui est consommé en bien 1 par l'agent 1 et par l'agent B est forcément égal à la dotation initiale en bien 1. Et ce qui est consommé par l'agent A et l'agent B en bien 2 est forcément égal à la dotation initiale en bien 2. Donc il n'y a ni déperdition ni surconsommation sur un optimat de Pareto. Deuxième question, on va chercher à écrire ou réécrire le programme qu'on a identifié dans la question 1 et notamment en intégrant les valeurs des TMS. Donc il nous faut calculer la valeur du premier TMS, donc le TMS est égal au rapport des utilités marginales pour l'agent A. Donc ici on va faire la dérivée partielle de l'utilité de A par rapport au bien 1 et la dérivée partielle de l'utilité de A par rapport au bien 2, ce qui nous permettra d'obtenir les 2 utilités marginales et on obtient cette fraction. On va la réduire, l'écrire un peu plus joliment, ici en s'occupant des constantes et là en mettant sur un même ratio les variables x1a et x2a et on obtient ce résultat. Pour le TMS de l'agent B, on a la même chose, le rapport des utilités marginales qu'on obtient en faisant les dérivées partielles de l'utilité marginale par rapport à chacun des 2 biens. On obtient donc cette fraction-là, on s'occupe des constantes et on s'occupe des 2 variables, on obtient ce TMS. On peut donc maintenant réécrire le programme qu'on a créé dans la question 1 en intégrant les 2 TMS. Et donc il va falloir ensuite en faire la résolution. Alors, pour aller plus loin, ici on voit qu'on a une référence à l'agent A, une référence à l'agent B. Pour écrire la courbe des contrats, il nous faut écrire cette formule-là, cette équation-là, uniquement se référant à un seul des 2 agents, puisqu'on veut pouvoir l'écrire dans le repère soit de l'agent A, soit de l'agent B. Donc ici, je décide de supprimer la référence à l'agent B. Pour faire cela, je vais utiliser les 2 équations de présentation du marché. Donc ici, je vais écrire x1b en fonction de x1a et x2b en fonction de x2a. Je vais réintégrer ces 2 écritures en remplaçant ici dans ce ratio et j'obtiens donc cette écriture-là. Une fois que j'ai cette écriture-là, au niveau mathématique, ce que je cherche, c'est isoler x2a. Donc ici, je vois que j'ai x2a ici, il va falloir que je fasse quelques manipulations. Donc ici, je multiplie la partie gauche et la partie droite par 2x1a, ce qui va me permettre ici d'isoler 2x1a, et donc je remultiplie la partie droite par 2x1a et je garde ce morceau-là, ici entre parenthèses.
Je vais essayer d'extraire le x de a qui est ici, donc je vais développer cette partie-là, je vais donc modifier l'écriture de mon numérateur. Une fois que j'ai ça, je vais enlever cette fraction-là en multipliant de part et d'autre de mon équation par 1 moins x1a. C'est ce que je fais ici, donc je multiplie de part et d'autre par 1 moins x1a. J'ai donc x de a ici, x de a là. Donc je vais supprimer la référence à x de a de ce côté de l'égalité en ajoutant 2 x1a, x de a. Et donc ce que je fais à gauche, je le fais également, ce que je fais à droite, pardon, je le fais également à gauche de mon équation. Ensuite, j'ai donc x de a ici, x de a là. Je vais le factoriser. Donc vous retrouvez ici le contenu du reste, de ce qui est écrit ici. Je simplifie un petit peu cette écriture-là qui n'est pas très jolie, donc voilà, je fais les calculs afférents. 1 facteur de 1 donne 1, et puis 1 facteur de moins x1a donne moins x1a. Une fois qu'on a obtenu ce résultat, on peut simplifier l'intérieur de la parenthèse. Et enfin, on isole x de a en écrivant ce résultat. Ce résultat est notre courbe des contrats. On peut maintenant vérifier la forme de cette courbe des contrats. Première chose, en faisant la dérivée première, on peut vérifier que cette courbe des contrats est croissante. Et enfin, en faisant la dérivée seconde, on peut voir si elle a une forme générique. Ici, il s'avère qu'elle est concave. Lorsqu'on trace cette courbe des contrats dans un grapheur, on obtient une forme de ce type-là. Alors ici, on sait, nous, que les dotations initiales en produits 1 et 2 sont de 1 unité. Donc en fait, on va être dans une boîte d'Edgeworth qui a comme coordonnées 1, 1. Donc on a une unité ici à chaque fois. Et donc la partie de la courbe qui va nous intéresser, c'est la partie qui rentre dans notre boîte d'Edgeworth. Alors les coordonnées de ces deux extrémas ici, on va prendre x1 qui est égal à 0, donc on sait qu'on a écrit notre courbe des contrats en fonction de l'agent A, donc je pars de x1a qui est égal à 0, et j'obtiens x de a, ici, qui est égal à 0 également, donc ce point-là est bien dans appartenant à la courbe des contrats. Si x1a est égal à 1, donc on se trouve sur cet axe ici, alors x de a est égal à 1, donc on est sur ce point-là qui appartient lui aussi à la courbe des contrats. Alors, dans la troisième question, il nous faut maintenant écrire le programme qui va nous permettre d'obtenir les coordonnées, le vecteur de solution de notre équilibre général. Alors, ce vecteur solution, il sera composé en fait de 6 éléments, le prix du bien 1, le prix du bien 2, et les quantités consommées par chacun de nos deux consommateurs, autrement dit x1a, x1b, x2a, x2b. Donc c'est l'ensemble des paramètres qu'on va rechercher. Alors pour faire cela, on va écrire le système suivant. Alors dans ce système, j'ai pris un petit code couleur pour qu'on s'y retrouve. Qu'est-ce qu'on va trouver justement? Première chose, on va retrouver les programmes de chacun de nos consommateurs. Chaque consommateur est rationnel et donc il maximise son utilité sous contrainte de budget. On sait qu'à l'optimum, le TMS est égal au rapport des prix. C'est vrai pour l'agent A, c'est vrai pour l'agent B. On sait également que chacun des consommateurs a une contrainte de budget et que donc la valeur de ce qu'il va dépenser est égale à la valeur de sa dotation initiale. Même chose pour l'agent B, la valeur de ce qu'il va consommer est égale à la valeur de sa dotation initiale. Enfin, il nous reste à décrire l'économie dans laquelle nos deux agents vont intervenir. C'est l'objet de ces deux équations ici. On sait la quantité consommée en bien 1 par les agents A et B va être égale à la dotation en bien 1. Et puis, ce qui va être consommé en bien 2 par les agents A et B sera égal à la dotation en bien 2. Alors, je vais combiner un petit peu quelques équations. On sait que, en fait, on a des fonctions qui ne sont pas, des écritures qui ne sont pas indépendantes, et notamment, on voit ici que le TMS est égal au rapport des prix, et le TMS de B est égal également au rapport des prix. Donc, en fait, ici, on va faire deux choses dans ces deux parties-là. La première, c'est que, eh bien, on va remplacer les TMS par leurs valeurs qu'on a calculées précédemment.
Et ensuite, comme ces deux TMS sont égaux au rapport des prix, eh bien, j'écris tout sur une seule ligne. Les autres équations n'ont pas changé entre les trois écritures qui sont là. On va maintenant passer à la résolution de ce système. Alors ce système, on l'a déjà dit, il n'est pas constitué de 6 équations indépendantes. Du coup, en fait, on va être obligé de passer par l'établissement d'une des variables. Ici, on choisira P1 qui est égal à 1. Alors ce qui va nous intéresser, c'est le rapport des prix. Le prix nominal, le prix réel affiché sur l'étiquette n'a pas d'intérêt pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est si un des prix est fixé à telle valeur, alors quelle est la valeur relative, quelle est la valeur des autres biens par rapport à ce prix-là. Donc c'est bien les prix relatifs qui nous intéressent en économie. Donc ici, on va faire l'hypothèse que P1 égale 1, et du coup, on va en déduire le reste. Alors, ce qu'on va faire pour que mathématiquement on puisse arriver à des résultats, c'est que je reprends le système qu'on a créé juste avant, et on va remplacer P1 par sa valeur à chaque fois que c'est possible dans les différentes équations. Avant de passer à la résolution de l'ensemble du système, je vous montre comment j'utilise cette première ligne qui était écrite dans le système. En fait, je vais l'utiliser pour faire deux égalités et je vais utiliser les données qui sont en orange, donc en code pour l'ensemble des calculs qui vont suivre. Tout ce qui est en noir, ce sont des éléments qui ne changent pas de ligne en ligne, et tout ce qui est en orange, ce seront des données que je suis en train de faire évoluer. Donc ici, je vais partir de ces deux fractions que je vais réécrire sous cette forme-là, donc P2x2a qui est égal à 2x1a. Et puis je vais faire la même chose avec ces deux fractions ici que je vais écrire sous cette forme. P2x2b va être égal à x1b. Et je vais utiliser ces deux écritures dans mon système. Alors ici, je fais apparaître en orange donc les deux écritures qu'on vient de faire. Le reste du système n'a pas changé. Alors en quoi est-ce que ça m'intéresse d'écrire ça? Ça m'intéresse parce que ici, j'ai les valeurs de P2x2a et P2x2b. Or, c'est ce que je viens d'écrire ici. Donc en fait, je vais réinsérer ces deux valeurs en remplaçant dans ces équations numéro 3 et numéro 4 par les valeurs que j'ai trouvées ici. Ensuite, je vais essayer d'écrire ces deux lignes un peu plus proprement et je vais obtenir le fait que 3x1a est égal à 1 plus P2 sur 2 et 2x1b est égal à 1 plus P2 sur 2. Alors ces deux fractions-là sont écrites en un petit peu floutées parce qu'en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que je vais utiliser la transitivité. Puisque ceci est égal à ce rapport et que ceci est égal à ce rapport, eh bien je vais pouvoir égaliser ces deux notions-là, ces deux membres-là. Donc j'obtiens cette écriture-là par transitivité ici de ces deux équations. Alors ici, j'ai isolé x1b, d'accord, à partir de l'équation précédente. Et donc du coup, je vais pouvoir remplacer x1b dans l'équation suivante. Donc ici, je remplace x1b par la valeur que j'ai trouvée là. En quoi est-ce que c'est utile? C'est utile parce que cette ligne-là n'est plus écrite que par rapport à une seule variable x1a. Donc je vais pouvoir isoler x1a et j'obtiens la valeur de 2/5 pour les quantités consommées par l'agent A en bien 1. Une fois que je connais x1a, je vais pouvoir déduire x1b. Donc je vais réinsérer dans l'écriture de x1b la valeur de x1a 2/5 que j'ai trouvé précédemment. Et j'obtiens le fait que la consommation en bien 1 de consommateur B est égale à 3/5. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais insérer ce 3/5 dans l'équation qui est ici. Ici, je repère que j'ai un x1b. Donc, je remplace x1b par 3/5 que je viens de calculer, ce qui va me permettre d'obtenir cette écriture. Et ici, j'ai calculé x1a un peu précédemment, donc je vais pouvoir réintégrer x1a ici et le remplacer par sa valeur 2/5. Donc du coup, j'obtiens P2x2a qui est égal à 4/5 et P2x2b qui est égal à 3/5. Pour aller plus loin, j'observe que j'ai P2 qui appartient à ces deux équations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais isoler P2 dans chacune de ces deux écritures. Et par transitivité, donc c'est pour cela que P2 je l'ai écrit en plus flouté, par transitivité, je vais égaliser ces deux membres des équations.
Et je vais ensuite essayer de l'écrire un petit peu plus proprement. Donc ça nous donne 5 x 4, 20 x2 qui est égal à 15 x2a. Ici, je continue le travail en isolant x2a. Donc on va avoir x2a qui est égal à 4 tiers de x2b. Et ça, je vais le réutiliser dans cette dernière écriture. Ici, j'ai x2a, donc je vais remplacer x2a par ce que je viens de calculer, qui est formulé en fonction de x2b. Donc cette ligne-là, par conséquent, n'est plus formulée que par rapport à une seule variable, x2b, et que je cherche à isoler, évidemment, à écrire un peu plus proprement. Et du coup, j'obtiens x2b qui est égal à 3 septièmes. J'ai donc à ce stade la valeur de x2b, de x1a, de x1b. Il me reste à chercher x2a et p2. C'est ce qu'on va faire dans cette dernière partie. On a donc x2a, on va pouvoir remplacer ici par la valeur de x1b qu'on avait calculé précédemment. Et donc on avait obtenu x2b, excusez-moi, qu'on avait calculé précédemment. On avait obtenu 3 septièmes, donc que je réinjecte ici. Et du coup, x2a est égal à 4 septièmes. Il me reste une dernière information que je récupère, donc c'est la formation du prix P2. Alors ici j'avais deux formulations au début de l'exercice du prix P2, j'ai pris une des deux, on peut très bien prendre l'autre, on doit trouver les mêmes résultats. Maintenant je vais donc pouvoir réinjecter ce 4 septièmes que je viens de calculer à l'intérieur du calcul de la formule pour trouver P2 et j'obtiens 7 cinquièmes, donc en faisant le calcul ici. Du coup, j'obtiens un vecteur qui est la résolution de mon équilibre général. Dans cette économie-là, avec ces consommateurs-là, à l'équilibre général, les consommations faites par les agents A et B sont décrites par les valeurs X, Y, J. Et puis, on a le fait que le prix du bien 1 est égal à 1. Ça, c'est l'hypothèse qu'on a faite au départ. Et par conséquent, le prix du bien 2 est égal à 7 cinquièmes. Alors ces résultats sont-ils bien des optimats de Pareto? Alors ça, on va le vérifier grâce à notre courbe des contrats. Si cet équilibre est un optimat de Pareto, alors il est sur la courbe des contrats. Et cela signifie que les quantités consommées d'un des agents vérifient la courbe des contrats. Alors, on a écrit notre courbe des contrats par rapport à l'agent A. Donc ici, on va chercher les coordonnées, les quantités consommées en fait, par notre agent A. Donc on avait x1a 2 tiers, x2a 4 septièmes. Ça veut donc dire que si cet équilibre général est bien sur la courbe des contrats, lorsque on pose que x1a est égal à 2 cinquièmes, par le calcul, on doit retrouver que x2a est égal à 4 septièmes. C'est ce qu'on va vérifier. Donc je prends ici l'écriture de ma courbe des contrats, je remplace x1a par la valeur 2 cinquièmes qu'on a ici, et je fais mon calcul, et j'arrive bien à 4 septièmes. Donc ça signifie que le résultat qu'on vient de trouver, le point qu'on vient de trouver, appartient bien à la courbe des contrats, donc cet équilibre est Pareto optimal, un équilibre général est Pareto optimal.